Bonjour et bienvenue au pied du Mardasson. Nous sommes à Bastogne. Ce monument, il a été érigé ici sur les hauteurs de Bastogne pour rendre hommage évidemment à tous ces soldats américains qui sont morts pendant la bataille des Ardennes. Alors cette bataille, elle avait débuté en décembre 1944. Elle s'est terminée fin janvier 1945. 40 000 soldats sont décédés ici. 2500 civils belges sont morts aussi dans la région. Et c'est pour eux que des milliers de personnes convergent ce week-end vers Bastogne, vers d'autres villes aussi de la région. C'est pour eux que le roi et la reine sont venus déposer une gerbe aujourd'hui et jeter quelques noix. Voici le reportage de Daniel Velter, Jérémy de Sales et Jérôme de Neuville. Le traditionnel lancer de noix à Bastogne. Décidément, toute une technique. Au balcon de l'hôtel de ville, le roi, la reine, le couple grand-ducal, accompagnés de vétérans, s'en donnent à cœur joie. La foule n'attend que ça. Philippe! C'est tout de ne pas recevoir en plein visage. Vous en avez déjà reçu? Oui, voilà 5 ans j'en avais reçu. Un peu de patience et voilà la récompense. On en a enfin attrapé. Au départ, le jet de noix est une tradition de la région. Mais depuis 80 ans, il est surtout lié aux célèbres nuts du général Macauliffe. Les Allemands ont essayé de négocier avec les Américains, donc avec le général Macauliffe, pour qu'ils signent une reddition, pour qu'ils abandonnent. Sauf que Macauliffe leur a répondu « nuts », qui veut un peu leur dire « allez vous faire foutre ». Ce Texan apprécie la tradition, il est très fier de ses vétérans. In the US, people watch superhero movies, right? But these guys are the superheroes. Quelques minutes plus tôt, au rythme de la fanfare, le roi et le grand-duc passaient les troupes en revue. Chasseurs ardennais ou soldats américains, ils sont tous venus se recueillir près du monument du général Macauliffe, sur la place qui porte son nom. Dépôt de gerbes, bain de foule, avant le discours royal. On est content de vivre ça avec vous. Belgium and its neighbors will forever remain grateful for the sacrifices made by American and Allied troops liberating us. Ni Biden ni Trump n'avaient fait le déplacement. Tous les honneurs ont été pour les vétérans. Bastogne, une ville envahie, cette fois pour la bonne cause. C'est pour ne pas oublier ce qui s'est passé évidemment dans cette région. Une histoire qui attire beaucoup de monde, beaucoup de curieux qui veulent en savoir un peu plus sur cette large dernière offensive lancée par Adolf Hitler, une offensive qu'il a perdue. On va retrouver ces gens qui sont venus ici à Bastogne avec ce reportage de Françoise Barré et Gilles Larondel. Bastogne, plus que jamais au cœur de cette journée. On s'y bouscule en mitouflé, on se réchauffe d'un bon vin chaud pour rendre hommage. Il faut immortaliser à tout prix ces moments du 80e anniversaire de la bataille des Ardennes. J'ai fait le 50e, le 75e et le 80e. Je savais que c'était unique, il ne fallait pas rater cette chose. C'est très important de ne pas oublier ce qui s'est passé, de ne pas oublier les gens qui ont eu le courage de s'investir et de voir tous ces militaires qui aujourd'hui continuent à exercer ce métier très difficile. Bastogne, chère au cœur des Américains, mais chère au cœur des Bastognards qui aujourd'hui encore ne veulent pas oublier. C'est plus connu en Amérique, cette histoire de Bastogne. Par rapport à Bruxelles, on est rien. Nous ici, nos grands-parents, ils ont combattu pour nous, donc c'est quand même important d'être là. La guerre, ça évoque quelque chose. Ouais, voilà, exactement. Ici, c'est Bastogne et on est fiers d'être de Bastogne. Tout au long de cette journée, 100 000 personnes dans la ville, du Bois-Jacques au Mardasson, en passant par les rencontres avec les vétérans. La nécessité d'approcher de près ces témoins centenaires. C'était important d'être aujourd'hui à Bastogne pour vous ? Oui, pour voir tous les vétérans qui sont là et qui ont vécu la guerre et pour leur rendre hommage. C'est très émouvant de voir les vétérans qui eux aussi sont reconnaissants de tout l'amour entre guillemets que le public leur rend. À Bastogne, aujourd'hui, on s'est souvenu, on a rendu hommage, on a ravivé la nécessaire flamme de l'histoire. Alors, il y avait du monde dans les rues de Bastogne aujourd'hui. Il y a du monde aussi ce soir au Mardasson, puisqu'il y a un grand spectacle son et lumière signé Luc Petit. Et puis, au Bastogne War Museum, qui est à quelques mètres d'ici, Mathieu Billat. Est-ce que c'était la cohue aujourd'hui ?
Oui, c'était en effet la cohue. Nous avons accueilli plus de 2000 visiteurs dans notre exposition ici au Bastogne War Museum, sans compter bien sûr les milliers d'autres visiteurs qui ont participé à toutes les activités gratuites qui étaient proposées pendant cette journée et pendant tout le week-end. 2000 visiteurs, c'est du jamais vu depuis l'ouverture du musée, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Alors cela montre que l'histoire de la guerre intéresse toujours ? Oui, en effet, c'est intéressant de constater qu'il y a toujours un intérêt pour cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. On avait certaines craintes début 2022 lorsque, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et lorsque la guerre est revenue sur le premier plan de l'actualité, en se disant les gens ne voudront pas aller visiter un musée de guerre comme on en entend souvent parler, mais en fait c'est l'effet inverse qui s'est passé. Les gens veulent s'intéresser, veulent apprendre sur ce qui s'est passé il y a 80 ans ici. Pour l'intérêt effectivement de cette guerre auprès du public. Merci beaucoup Mathieu Billat. Alors des témoins de l'époque, il y en a encore beaucoup, certains étaient enfants. J'en parlais avec ma mère de 87 ans, figurez-vous que sa famille avait accueilli des Américains à Neuchâteau, qu'elle avait goûté le cornet de bif, elle s'en souvient encore. Et puis Danielle Welter, elle a rencontré d'autres témoins qui vivaient dans la région. Il y a Jeanne, Eugène, Nelly, ils étaient enfants ou adolescents en 1944. À 91 ans, Jeanne n'a encore jamais témoigné des atrocités de la guerre. C'est Eugène, 86 ans, son voisin, qui l'a convaincu de le faire. Le 24 décembre 1944, les combats font rage à Renier, près de la baraque Fréture. Jeanne, qui n'a alors que 11 ans, vient de se réfugier dans une grange avec sa mère lorsqu'assise sur ses genoux, un obus explose. Ça saignait de partout. Elle avait le bras qui pendait, elle avait la mâchoire toute enlevée. Et alors, moi, je n'avais rien, que du sang de ma maman. On était sous un toit, donc, et je voyais tomber les obus de l'autre côté dans le champ, et je voyais la terre qui montait. Je dis, je vais y passer. Ça m'a beaucoup marqué, et ça a marqué jusqu'au fond de mes jours. Sa mère décédera 3 jours plus tard. Jusqu'à la fin des combats, Jeanne ne quittera plus la cave du presbytère. On avait une pomme pour manger la journée, hein? Une pomme. On n'avait pas autre chose. Et les Allemands étaient occupés à faire la cuisine là, dans le presbytère et on ne nous donnait pas à manger. Il fallait survivre. Eugène, lui, n'avait que 6 ans en 1944. Il garde un souvenir marquant de son père critiquant en wallon les soldats américains qui cassaient les meubles pour alimenter le feu. Les Allemands n'ont rien fait sous vos affaires. Alors un Américain sorti, t'apprendrais nos autres, en allemand, en wallon, hein, t'apprendrais nos autres qu'on vient de long, hein, voilà, et si ça ne tue en un, mais tu n'aurais pas d'où tu hein, on suppose que c'était un wallon qui venait du Wisconsin. Oh, papa n'a rien dit, il est descendu tout de suite, il est redescendu tout de suite. Hein. À quelques kilomètres de là, où Falise croule sous les bombes, Nelly, 98 ans, s'en souvient très bien. Quand on lâchait une bombe à Oufalise, ici les maisons tremblaient. Hein. Il y a 12 km, mais vous comprenez bien, c'était pas loin. Hein. À l'époque, Nelly avait 18 ans. Les Allemands venaient de s'installer dans sa maison à Nadrin. J'ai failli y passer parce que on discutait avec papa et maman. Et j'avais fait une tartine à papa et il y a l'Allemand qui lui prend sa tartine. Je prends ma main, je lui pète à la figure. Moi. Papa est devenu aussi blanc que la fleur, là. Oh, il me voyait partir. Hein. Sa maison sera bombardée, les Allemands qui y logeaient aussi. Il y a eu un jour 22 tués dans la cour ici, hein, d'Allemands. Ils avaient fait une cuisine dans un grand hangar à papa. Et la nuit, il a été mitraillé, le hangar. Et on entendait « Mama, Mama, Mama ». Ils étaient en dessous des tôles et tout le hangar qui était tombé. Ben, je dis à maman, on crierait bien Mama aussi, nous autres. La famille de Nelly a tout perdu dans les combats, mais a survécu. Toute sa vie, elle retiendra les mots de son père. Des maisons, tu sais, on en refait, mais les personnes, on ne les remplace jamais. Alors, des vétérans qui ont combattu pendant la bataille des Ardennes sont venus témoigner cet après-midi au War Museum. J'en ai profité d'ailleurs pour rencontrer Robert Schott, 101 ans. Regardez.
Bonjour Robert Schott. Bonjour madame. Alors vous faisiez partie du 6e bataillon de fusiliers. Vous étiez où en décembre 1944 ? Les Américains ont demandé un renfort militaire. On a constitué les bataillons de fusiliers. Et vous les avez accompagnés ? On les a accompagnés pendant toute la guerre. Quoi. Et quand vous pensez à la guerre, quelle image vous vient en tête ? La guerre, c'est une horreur de toute façon, comme toutes les guerres. On espère que ça ne se représentera plus, c'est tout. À ce moment-là, nous étions jeunes. On a fait ce qu'on pensait devoir faire. Alors cet après-midi, au War Museum, vous avez été accueilli presque comme un héros ici. Ça fait chaud au cœur quand on a vécu. On était comme des héros, oui. On nous appelait des héros. On trouvait que c'était un peu excessif. Alors vous avez 101 ans, je peux dire votre âge ? Un peu plus que 101 ans. Je vais sur les 102, oui. 102 ans. Bientôt, il n'y aura plus de vétérans pour raconter cette guerre. Comment continuer à parler de la guerre après ? Ce sont les livres d'histoire qui doivent le faire. C'est qu'on remette les cours d'histoire dans les écoles. Les jeunes, maintenant, ne sont plus au courant de l'histoire. Les cours d'histoire sont un peu bâclés. Merci, en tout cas, Robert Schott, d'être venu. Et je voudrais remercier aussi l'association qui vous a fait venir cet après-midi avec d'autres vétérans. C'est l'association de Jackets. Ils ont fait un travail formidable et ils vous accompagnent régulièrement aussi dans des écoles. Donc, merci à eux d'être venus aujourd'hui avec vous. Je les remercie également. Merci. On va évoquer maintenant Léon Degrelle, qui était leader du mouvement Rex, qui fut collaborateur nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors l'un des derniers à l'avoir vu peut-être en Belgique, c'est Marcel Lesage. Il l'a vu à Limerlé, c'était entre le 3 et le 10 janvier 1945. Léon Degrelle, qui suivait alors l'armée allemande et qui pensait encore pouvoir prendre le pouvoir. C'est une page méconnue de l'histoire que l'on va découvrir tout de suite avec Gary Wantier et Françoise Barré. Les paysages vallonnés, délicatement enneigés de l'Ardenne, à la lisière du Grand-Duché. Ils sont si chers au cœur de Marcel Lesage. En 1944, il a 8 ans. Il voit d'abord revenir les Allemands et puis un jour, du début janvier, c'est le beau Léon, le chef de Rex, Degrelle en personne qui débarque à Limerlé dans la maison de maître, juste à côté de la famille de Marcel. C'est juré, dit Marcel, aucun doute. Du haut de ses 8 ans, il l'a reconnu. Je l'ai vu passer sur le chemin. Ils étaient 3 officiers, je les ai vus, très bien vus, et voilà. Il avait le costume des SS. Léon Degrelle revient d'Allemagne, au pays. Son intention est claire, prendre le pouvoir, enfin son heure. Pas question de combattre, non, c'est Bruxelles ou rien. Ici, tout le monde se souvient du jeune catholique impétueux et sûr de lui. Nous devons vaincre. Rex a avec lui le pays entier. C'est pour ça que Rex vaincra. C'est à Livernais, tout petit village, qu'il prend ses quartiers. Aucun légionnaire combattant n'est là. Les 8000 volontaires se battent encore dans les rangs de la SS. Pour cet historien, Léon Degrelle réfléchit alors à sa tactique, fort de sa collaboration. Nous sommes les hommes de la même race. On en arrive à une réunion surréaliste où des dignitaires rexistes se partagent des postes ministériels en Belgique. On a le gouverneur nommé par les Allemands de la province de Luxembourg qui ainsi devient ministre de l'Intérieur. Et on a tous ces gens-là qui sont en train de faire des plans sur la comète qui ne s'exécuteront jamais. Sourire en coin, Marcel Lesage se souvient d'un ordre moral imposé au curé et à la population du village. Que Degrelle voulait qu'on soit à la messe tous, parce que c'était preuve de mauvaise volonté si on n'y était pas. Mais tout le monde, alors, il n'y avait aucun problème. Cet intermède bouffon, comme l'écrit un journaliste de l'époque, se termine avec la défaite des Allemands en Ardennes. Degrelle s'enfuit à nouveau, laissant sa voiture mitraillée devant la maison de Marcel. Et la voiture est restée là pendant bien longtemps. Jusqu'au jour après la guerre, il y avait énormément de touristes qui venaient faire des photos avec la voiture de Degrelle. Ce sont les derniers pas de Léon Degrelle en Belgique. Le beau Léon ne reniera jamais son engagement. J'étais le maître. Il termine ses jours en Espagne sans jamais avoir été inquiété. Marcel Lesage, lui, est le dernier témoin de ce retour du leader rexiste à l'offensive 44. On a changé d'endroit à présent pour rendre hommage aussi à tous ces bénévoles qui font vivre ces commémorations. Des bénévoles comme Didier. Bonjour Didier. Alors vous venez de France, vous êtes passionné par la Seconde Guerre. Pourquoi ? Je suis passionné depuis tout jeune
pour déjà le devoir de mémoire et tout. On fait pas mal de commémorations, on tourne énormément. Et ici, Bastogne, ce soir, vivre comme à l'époque, avec le temps que vous voyez, la neige et tout, c'était pour justement se rendre compte, rendre hommage et rendre compte nous-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont enduré, vivre dans les tentes, se chauffer avec du bois, manger avec les gamelles, vivre dans des trous, et en plus avec la guerre. Donc c'est vraiment pour rendre hommage et pour se souvenir effectivement de tous ces soldats. Et d'ailleurs, on va se quitter et on va aller voir d'autres bénévoles qui sont à Mané tout ce week-end. Là aussi, ils font revivre la guerre, la bataille de Grand-Ménil. Et vous allez le voir, c'est un devoir de mémoire le plus réaliste possible, justement parce que c'est important de ne pas oublier. C'est un reportage de Benjamin Verpoorten. Tirs de mortier, de blindés. 24 décembre 1944, les Allemands attaquent le village de Grand-Ménil. La chorégraphie est impressionnante. C'est des mois, beaucoup de mois, pas beaucoup d'heures de sommeil. C'est un travail immense pour beaucoup de personnes, autant pour l'organisation que les participants. C'était ça la guerre, hein. C'est des souvenirs que mon grand-père m'a racontés. Tout le réalisme qu'ils ont mis dans la guerre, ça m'a vraiment plu. Les soldats américains résistent tant bien que mal, mais face à eux, une unité redoutable, connue pour ses crimes de guerre. C'est la 2e division Panzer SS, ou double éclair, on va dire tout simplement, qui ont aussi, ici dans la région, ont commis des crimes, surtout dans le petit village d'Audaigne, à quelques kilomètres. À 200 mètres de là, dans l'église, l'hôpital de campagne improvisé attend ses premières victimes. Tout est pratiquement d'époque. On a de nombreux matériels comme des bouteilles ici, une bouteille là de plasma déshydraté qui est encore d'origine. L'étiquette a été refaite, mais on arrive à avoir quand même pas mal de matériel d'origine et des choses qu'on reproduit. Ici, il y a un côté historique qu'on ne retrouve parfois pas ailleurs, avec pas mal de personnes qui sont en figurant allemand, qui sont parfois interdits ou mal vus dans d'autres zones. Des Allemands qui finalement battent les Américains et prennent le village. Alors c'est vrai, leurs tenues peuvent surprendre, mais elles font partie de l'histoire. Ça peut choquer, ça peut provoquer. Même moi, j'ai mis du temps à m'habituer à cette idée. C'est un exercice un peu philosophique, d'une certaine manière, de se mettre à la place de l'adversaire. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de soldats, de résistants, etc. Le réalisme est bluffant. Les 300 véhicules sont impressionnants, comme ce char utilisé pour le film Fury, ou encore cette voiture qui a vraiment participé à la bataille des Ardennes. C'est une des 35 Schönwagen de Kammerook Paper, donc qui a été abandonnée à la glaise, et que mon père avait récupéré après la guerre. Je l'ai restaurée, voilà, dans l'état où elle est. Sur le champ de bataille, les Allemands font des prisonniers. Mais demain, les Américains reprendront Grand-Ménil et stopperont définitivement l'avancée allemande.